Les banques centrales deviennent une source d'incertitude et de volatilité pour les marchés et les investisseurs sont en quête de repères. Nous en parlons avec Kevin Lenouaille qui est à mes côtés en plateau, le directeur des investissements d'Avantgarde Investment. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Donc, accès de fièvre au quiche généralisé chez les grandes banques centrales désormais. On avait eu le pivot de la Fed, on a déjà eu 2 hausses de taux du côté de la Banque d'Angleterre. Il s'en est fallu de peu que la dernière hausse ne soit pas une hausse de 50 points de base. Et puis maintenant, la communication de la Banque Centrale Européenne qui est en train de se retourner également. Ce qui génère quand même une situation assez nouvelle et inédite au regard des dernières années qu'on a passées sur les marchés. Comment vous raisonnez justement par rapport à cette question de la normalisation générale des politiques monétaires à travers le monde? Et quels sont pour vous les éléments, les facteurs économiques, mais aussi de marché à surveiller pour essayer de comprendre et d'anticiper peut-être la fonction de réaction de ces banques centrales aujourd'hui? C'est vrai qu'on avait quasiment perdu l'habitude, comme vous le dites. On avait des marchés ces dernières années ou ces derniers mois, on en parlait, qui étaient certains jugés ennuyeux. On avait des banquiers centraux qui étaient totalement prévisibles également. Et puis finalement, le mois de janvier nous rappelle à la réalité. La réalité première, quand on prend une vue d'angle, évidemment, ce sont les 3 feux sous lesquels ont été le marché. Ça, vous en avez largement parlé. C'est évidemment une inflation qui reste soutenue, donc évidemment à regarder. Un cycle économique, donc un cycle de croissance évidemment qui baisse un petit peu du fait de l'euphorie, c'est tout à fait logique, voire avec certaines déceptions aux États-Unis sur les chiffres de croissance, donc méfiance de ce côté-là. Et puis ces dernières semaines, ça a été de la géopolitique, plus tendue évidemment, mais on va mettre ce facteur-là de côté évidemment parce que on le juge encore non structurant. Le point qui est important à mon avis, c'est le couple que vous avez décrit, c'est le couple croissance-inflation. Globalement, aujourd'hui, le marché se focalise là-dessus et le risque que price le marché un petit peu, en tout cas la manière dont nous on le communique à nos clients, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Effet ciseau, si on veut en donner un résumé classique, finalement, c'est l'optimisation que doit réaliser le banquier central aujourd'hui, à savoir certes un durcissement monétaire, mais quel timing et quelle ampleur de ce durcissement monétaire pour ne pas briser la croissance, pour ne pas briser le cycle en réalité. Donc l'effet ciseau, c'est simplement on durcit les conditions monétaires et on ne veut pas trop abaisser les conditions économiques. Et là-dessus, on a besoin de crédibilité, de forte crédibilité monétaire. C'est là sûrement où on va en venir. Ouais. Si effectivement l'objectif des banques centrales est d'essayer de contrôler, maintenir l'inflation, qui a un caractère en plus politique affirmé aujourd'hui, sans trop abîmer la croissance future. Où est la limite justement de cet arbitrage? Qu'est-ce qu'il faut regarder de ce point de vue-là, Kevin? La limite, elle est délicate. On va prendre là aussi une grande vue. Pour commencer, il est clair que je pense qu'on peut entendre aujourd'hui qu'une hausse de taux, en tout cas un durcissement monétaire, même en zone euro, est pas tout à fait incohérent. Globalement, si on regarde États-Unis, Royaume-Uni, on a en effet des spirales inflationnistes qui sont quand même à regarder de très près. Vous le dites. Et puis, en zone euro, on a aussi un climat social qui est assez compliqué. Donc, on va évidemment penser à cela. Et surtout, les banquiers centraux commencent à demi-mot à avouer ce que beaucoup pensaient, c'est-à-dire dans un environnement tel que celui-ci, taux zéro, voire taux négatif, comment on lutte si jamais on a une récession. Une récession potentiellement technique uniquement, voire une crise, même sans avoir une crise aussi violente. Donc déjà, de mon point de vue, encore une fois, la hausse de taux ou le durcissement n'est pas un élément grave, c'est un élément sur lequel on réagit avec nos clients depuis maintenant plusieurs mois, donc on est peu surpris. Le cas, c'est vraiment le timing et l'ampleur, encore une fois. La fenêtre d'opportunité est parfaitement légitime. C'est ça. Toute la question est comment est-ce qu'on met en musique cette normalisation? L'ampleur, typiquement, on peut revenir à un cas très classique, quoique discutable. On prend une courbe de Phillips aujourd'hui aux États-Unis. On regarde les derniers chiffres qui sont sortis par les différentes banques qui en font les études. Historiquement, une courbe de Phillips, on abaisse l'inflation de 10 points de base, donc de 0,1%, ça nous coûte 1% d'emploi. Donc on augmente le chômage de 1%. Ça, on va considérer que ça tient en réalité dans une inflation qui est une inflation structurelle. C'est-à-dire qu'elle a déjà infusé au sein de l'économie et finalement, on a aujourd'hui des effets qui ne sont pas ceux-là. On va continuer de considérer, on veut rester optimiste, on va y venir sûrement sur la stratégie, on va considérer que l'inflation aujourd'hui, elle est encore conjoncturelle, au moins à 2/3. Et donc, on peut se dire aujourd'hui qu'une courbe de Phillips qui ressort assez bien, c'est qu'une baisse de l'inflation de 0,5% globalement coûte 1% d'emploi. Mais ça signifie aujourd'hui, vu les niveaux qu'on a, pour illustrer un peu le propos, si on veut abaisser l'inflation aujourd'hui de 2%, ça nous coûte 4% de chômage. Quel gouvernement aujourd'hui peut se le permettre? Quelle banque centrale peut se le permettre? C'est la première réflexion. Donc là, on a vraiment cet effet ciseau qui est illustré et qui est à surveiller, et c'est ce que craint évidemment le marché. Aujourd'hui, quand on regarde le marché, probabilité de récession américaine, on était il y a encore 9-10 mois plutôt dans le tour 2025. Le consensus en tout cas se positionnait là-dessus. Mois de décembre, on arrive de plus en plus en 2024 et aujourd'hui, on est à 75% de probabilité en 2024. Ça ne cesse de se rapprocher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les hypothèses finalement, elles sont en train d'être grignotées
négativement finalement, et c'est ça que le marché craint. Et donc face à cela, globalement, l'équilibre à trouver, l'équilibre qu'il faut trouver, et que l'on pense que les banques centrales vont trouver, pour donner directement la réponse, c'est celui de la crédibilité monétaire. On est à la limite aujourd'hui, de mon point de vue, d'un déficit de crédibilité monétaire. Quand on entend Jay Powell nous dire il faut être humble, il faut être agile, je pense que c'est tout à fait vrai. C'est ce que l'on pense tous depuis des mois, et on a bien conscience que la dynamique de prix, elle n'est pas évidente à saisir, pour ne pas dire incompréhensible. Il n'empêche que ce n'est pas sûrement le discours qu'attend le marché pour ancrer cette anticipation. Donc là, il y a potentiellement faute politique si on continue dans ce sens-là. Ouais. Donc ça veut dire que quand on regarde, moi j'ai été frappé par la dispersion des pronostics des grandes banques de Wall Street par exemple, sur le chemin de resserrement monétaire de la Fed. Ça va de 3 hausses de taux à 7 pour certains, avec des combos qui mélangent 50 points de base, réduction du bilan plus ou moins forte, etc. Vous dites il faut peut-être écarter un peu les extrêmes de ce point de vue-là et rester humble, comme le rappelle Jérôme Powell. Ouais. Nous voulons bien être humbles et agiles, aucun problème. Et ça milite pour, comment dire, encore un peu d'optimisme sur les actifs risqués, sur les marchés actions notamment. Oui. Les secousses ont déjà été violentes, même si on reste, je le disais, le CAC 40 ou les indices européens restent sur les niveaux qu'on connaissait en fin d'année dernière pour l'instant. On a joué à se faire peur, on va le dire comme ça, mais encore une fois, si on fait la transition, quelle banque centrale peut se permettre un tel niveau de chômage si on augmente les taux brusquement? On pense qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Donc on va prendre une vision bien plus large, c'est de se dire que la hausse de taux, encore une fois, elle peut être audible, elle va être maîtrisée, et surtout passer cette période de volatilité qu'on n'arrête pas forcément sur le mois de janvier. On considère globalement le premier trimestre peut être porteur là-dessus, mais globalement ce que l'on dit à nos investisseurs, c'est prenons une vue beaucoup plus large. Nous sommes des investisseurs de moyen terme, on a des fondamentaux qui sont solides, on a un cycle de croissance qui est solide, et on a une inflation, ça c'est l'hypothèse entre guillemets qu'il faut vérifier, la plus importante, on a une inflation qui n'est pas encore structurelle. Donc globalement, gardons la tête froide et évitons d'écouter entre guillemets le bruit des vagues. Donc ça nous donne aujourd'hui une stratégie qu'on a présentée à nos clients, qui est une stratégie optimiste sur 2022. Il y aura des rotations évidemment de style à gérer. On en a fait évidemment dans nos portefeuilles. Globalement, il faut savoir gérer ça, mais encore une fois, écoutez le bruit des vagues, je vais répéter cela. Quand vous dites rotation, on en est où? Parce qu'à force d'enchaîner les rotations, contre-rotations, retour à la rotation initiale, ces rotations dans quel sens? Le mois de janvier a été un mois de rotation de style historique. Absolument. Avec une surperformance de la value versus la croissance, stratégie de croissance qui a été historique. En Europe notamment. Alors, la vitesse et la violence des mouvements, c'est une chose, mais est-ce que là, il y a quand même une tendance, au moins tactiquement, qui reste à exploiter, ce point de vue-là? Et puis, plus stratégiquement, on a vu sur le marché américain, un Nasdaq à un moment qui perdait 15%, je crois, du pic au creux. Bon, est-ce que c'est déjà une petite alerte pour l'investisseur qui chercherait peut-être à se repositionner? On se pose la question. Ça, très clairement, sur le Nasdaq, on va y venir, on se pose la question. Ce qu'on a fait en portefeuille, pour vous donner les grandes lignes, globalement, on a renforcé un cœur de portefeuille plutôt historique, les valeurs de croissance. Valeurs de croissance, valeurs de qualité. On ne s'est pas privé, évidemment, d'en réinjecter dans nos portefeuilles. D'accord. On est prêt à payer de la qualité, on est prêt à payer non pas ce qu'on estime être un prix cher en termes de valorisation, mais un juste prix. Donc globalement aujourd'hui, on n'a pas eu de difficulté à réinjecter ça dans nos portefeuilles, et encore une fois, on a quelque peu fermé les écoutilles pour, on va dire, 60% d'un portefeuille coté, en tout cas en action. Le point typiquement, moi, qui me semble assez aberrant, c'est Visa, pour en prendre une qui est particulièrement représentative. Visa aujourd'hui, on devait osciller aux alentours de -10 sur le début d'année avant les résultats. On avait globalement une vente de la qualité. On sortait d'une année 2021 qui était quand même pas évidente non plus pour le titre. Post-publication, on prend quasiment 12-15%. Donc on a un retour des fondamentaux dont on avait parlé ensemble au mois de décembre. Donc ça, typiquement, on les a réinjectés. Et ces valeurs-là, elles sont moins chères aujourd'hui? Ces valeurs-là, elles sont légèrement moins chères aujourd'hui. Celles qui sont beaucoup moins chères, c'est le fond de la cote du Nasdaq. C'est comme ça que je le présente à nos clients. En tout cas, tout ce qui est hors de prix, tout ce qui était hors de prix il y a 6 mois, évidemment, est beaucoup moins cher. Mais ça nous semble aujourd'hui encore beaucoup trop cher. Donc on n'y revient pas, on n'y touche pas et on ne veut pas y aller. Je vous avoue que même un Nasdaq à -15 à un certain moment, on s'est posé la question pour faire du tactique indiciel. On s'est privé de le faire. On a préféré rentrer, au contraire, des mastodontes du Nasdaq rentables, fondamentaux solides, solidité bilancielle. Ça ne nous fait pas peur, évidemment.
évidemment. Mais du fonds de cote, ce que j'appelle du fonds de cote, Ouais, bien sûr. on évite. Mais ce qu'on a décrit, c'est-à-dire ce crack qu'on ne veut pas voir, ces 50% et plus de valeur du Nasdaq qui sont en baisse de plus de 50%, vous dites ça mettra du temps à revenir dans les portefeuilles. Ça mettra du temps à revenir, ça nécessite d'avoir un environnement qui soit quand même beaucoup plus lisible, ça encore une fois. Et puis surtout, les investisseurs aujourd'hui, vu les prix payés, n'ont pas forcément envie d'y retourner. Quand je parle de prix, je parle de valorisation, évidemment. Donc ça peut paraître très intéressant sur le papier, mais on ne veut pas y toucher. Le complément de ce que l'on a fait en croissance, par contre, ça c'est assez évident, on a fait de la value, on s'y est mis, on en avait parlé là aussi assez régulièrement, on s'y est mis, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Des valeurs comme Wells Fargo, par exemple, en fin d'année, étaient totalement attractives. Ça ne dément pas, ça fait plus de 20%. La question qui est en suspens, qu'il faut résoudre maintenant, c'est celle que vous posiez tout à l'heure, c'est pendant combien de temps cela va durer. Globalement, je ne suis pas un franc partisan des rotations longues, et on va considérer potentiellement qu'une grande partie du mouvement value peut déjà s'épuiser à la fin du T1. Donc on va être très prudent maintenant dans les mois à venir, et potentiellement on commencera à prendre les bénéfices sur ces valeurs. Merci beaucoup Kevin pour cet éclairage stratégique en matière d'investissement sur les marchés cotés. Kevin Lenouaille qui est avec nous en plateau, le directeur des investissements d'Avantgarde Investment.